Bonjour à tous les amateurs d'esthétique littéraire. Dans la lecture des textes littéraires, les aspirations, ou plutôt en réalité expiration, affectent un petit nombre de mots, ce qui entraîne sur le plan phonique certaines conséquences que nous étudierons. Nous formulerons à l'issue un jugement d'ordre esthétique concernant ces aspirations. Je rappelle, comme pour toutes mes interventions, que cette vidéo ne concerne que le discours littéraire, en aucun cas le langage courant, tant écrit qu'oral. D'autre part, il s'agit fondamentalement d'un exposé abordant le sujet sur le plan de l'esthétique littéraire. Je m'exprime en tant qu'auteur des déclamateurs, en m'appuyant sur ma propre expérience et sur celle que j'observe chez mes confrères. Considérons en premier lieu ce que nous révèle l'audition de déclamation littéraire. Deux types d'aspirations sont constatés. Des aspirations obligatoires sur les H dits aspirés, qui sont indiqués par le dictionnaire de l'Académie française. Alors l'exemple le plus célèbre, c'est le mot haricot. D'autre part, des aspirations surnuméraires sur d'autres voyelles, donc erratiques par rapport au dictionnaire de l'Académie. Alors exemple, le train arrive, c'est une aspiration ici sur le A de arrive, au lieu de prononcer le train arrive. Quelques exemples audio pour illustrer ces aspirations, tirés du site littératureaudio.com. L'enregistrement que nous allons écouter présente successivement un cas de voyelle non aspirée sur O à UX, un cas de voyelle surnuméraire aspirée sur E accent aigu et un cas de H aspiré sur O HAUT. Scellé aux murailles. Je suis singulièrement ému Depuis le haut chandelier. Considérons les graphes pour mieux cerner les caractéristiques de l'aspiration. Ce qui caractérise surtout l'aspiration par rapport à une prononciation non aspirée de la voyelle, c'est qu'elle est précédée quasi obligatoirement d'un arrêt temporel, contrairement à cette dernière. Alors ici, pas d'arrêt entre scellé et O, et un arrêt entre singulièrement et ému, ou entre le et O, de sorte que l'aspiration des voyelles engendre un effet de cassure inévitable, ce que nous retiendrons pour la discussion sur l'aspect esthétique. Cet arrêt temporel est de courte durée, autour de 100 millisecondes environ, généralement plus court que les autres pauses occasionnées par les respirations. L'impression d'aspiration tient en partie au bref laps temporel qui la précède en créant un effet de cassure. Cependant, si on compare les voyelles aspirées et non aspirées isolément, on constate que l'aspiration est relativement perceptible par elle-même. Un ciel gris, un temps mou. Un ciel gris, un temps mou. Voyons un autre exemple avec une voyelle non aspirée en une aspiration surnuméraire sur A et un H aspiré sur O, ce dernier dans le flux contrairement aux deux autres, néanmoins après un bref arrêt temporel. En rendant une plainte monotone avec une lenteur de sommeil, formée comme deux boules en haut de ses bras. Passons à l'aspect quantitatif. Nous allons considérer les aspirations obligatoires, les H aspirées, au niveau textuel, puis l'ensemble des aspirations effectivement prononcées à l'oralité. Tout d'abord, le nombre de mots concernés, il est au maximum de 467 mots d'après les bases de données que j'ai pu consulter. Un grand nombre de ces mots sont très peu usités, comme notamment uto, uar, ourdage. Les mots comportant un H aspiré représentent un nombre infinitésimal par rapport à un océan de mots.
même si on considère le nombre de sons consonantiques différents, c'est 21 d'après le Go-Sampa, et même si on considère le nombre de mots commençant par une voyelle. Alors de surcroît, ce sont quasiment toujours les mêmes que l'on va rencontrer très souvent, comme le mot hasard par exemple. Alors la fréquence de ces mots en H aspiré obligatoire est de 2 pour 1000 environ, c'est-à-dire 1 toutes les 2 à 3 pages. Donc les aspirations représentent un nombre de mots infime et la fréquence de ces mots est quasiment négligeable. Alors à partir de ce moment, on peut se poser la question suivante. Pourquoi donc leur consacrer un commentaire et les considérer? Alors tout d'abord, ils existent tout de même s'ils sont rares, et il faut savoir, lorsqu'on en rencontre un, sonder les conséquences de leur prononciation sur le plan euphonique. Ensuite, parce que leur traitement oral peut constituer un marqueur du bien parlé, et même un marqueur social, un marqueur de niveau culturel. Statistiques au niveau de la lecture, maintenant. Aspiration parmi les H aspirés obligatoirement, 41%, donc je rappelle parmi 2 pour 1000 mots, c'est-à-dire 0,82 H effectivement aspirés à la lecture pour 1000 mots. Aspiration totale des voyelles aspirées, comprenant donc les aspirations erratiques surnuméraires, 12 pour 1000 mots, environ 3 ou 4 par page, soit 4,42% des mots commençant par une voyelle. La valeur, quoique relativement faible, n'est plus si négligeable. Concernant l'ensemble des voyelles aspirées, on constate une très forte disparité suivant les déclamateurs. Certains n'en aspirent quasiment aucune, d'autres quelques-unes, mais quelques lecteurs, 2 sur 10 environ, en aspirent jusqu'à une trentaine pour 1000 mots, c'est-à-dire 6 par page environ, soit 11% des mots commençant par une voyelle. Ce qu'on peut retenir de ces valeurs, c'est que la grande majorité des aspirations constatées à l'oralité ne représentent pas des aspirations obligatoires, mais des aspirations erratiques surnuméraires, 5 fois plus environ, et nous verrons comment interpréter cette particularité qui peut paraître surprenante. Les H aspirés obligatoires représentent une difficulté dans la déclamation, car ils doivent être discernés par le lecteur et traités spécifiquement sur le plan oral. Longtemps actuellement à considérer comme secondaire l'aspiration de ces H aspirés et à réduire leur spécificité à l'absence d'élision et de liaison à leur niveau. Alors, nous allons considérer les conséquences de cet évitement avant de discuter de son opportunité. Intéressons-nous en premier lieu aux différentes modalités de l'environnement phonique liées au H aspiré. Pour chaque cas, nous envisagerons les conséquences d'une aspiration et de son absence. Alors, que se passe-t-il si on n'aspire pas un H aspiré? Le mot commence par une voyelle au lieu de commencer par une consonne. Il se produit les mêmes cas sur le plan cacophonique que pour un mot commençant par une voyelle et nous allons les considérer. Nous distinguons ces différents cas d'après le son précédant l'aspiration. Premier cas, après une consonne. Alors, d'une manière générale, l'absence d'aspiration transforme une interface lexicale CC, consonne-consonne, en interface consonne-voyelle plus fluide, mais cela peut, selon le cas, générer diverses cacophonies consonantiques. Alors par exemple, il heurta devient il heurta. On obtient une interface d'une plus grande fluidité. Par hardiesse devient par hardiesse, et ici cela entraîne une cacophonie syllabique qui est tout de même grave. Amer héros devient amer héros, ce qui engendre une cacophonie consonantique, et as océ devient assocé,
ce qui engendre une cacophonie consonantique. Deuxième cas, après une voyelle non élidable sans liaison potentielle, l'évitement engendre des cacophonies vocaliques plus ou moins graves. Exemple, bedo harassé devient bedo harassé, on a une cacophonie hétérovocalique, et bedo oni devient bedo oni, on a une cacophonie homovocalique tout de même grave. Troisième cas, après un E post-accentuel, s'il y a aspiration, il faut considérer le cas où le E caduc puisse être ou non prononcé. Exemple, longue herse ou longue herse en prononçant l'aspiration, ce qui produit dans ce dernier cas une cacophonie consonantique, même si les consonnes sont différentes. Sans aspiration, on obtient longue herse, soit une cacophonie hétérovocalique E et. Autre exemple, le OU donne le OU. En ce cas, il n'existe qu'une forme de prononciation avec aspiration, et l'évitement de cette aspiration donne généralement une cacophonie hétérovocalique, ici en E-OU. Remarque spécifique concernant les H aspirés devant le son I. Alors par exemple, hiérarchie, yen. Ces mots commencent par le son semi-consonantique noté J en sampa ou en api. Alors on les nomme plutôt semi-voyelles. On comprend que l'aspiration ne puisse se surajouter devant cette semi-voyelle par quasi-impossibilité phonatoire, quoique ces mots soient parfois annotés dans les bases de données de mots en H aspirés. Alors en raison de ce son spécial intermédiaire entre voyelles et consonnes, selon l'habitude, certains de ces mots admettent l'élision, ce qui correspondrait plutôt au cas d'apocope des E de proclitique en argot. Par exemple, je me lève au lieu de dire je me lève. En fait, on ne sait pas trop s'il faut parler d'élision ou d'apocope dans ce cas-là. En revanche, ces mots n'admettent jamais la liaison. Alors on a le cas du mot yen, on peut dire la yen ou lien, et ces deux orthographes sont admises par la plupart des dictionnaires. En revanche, on doit toujours dire la hiérarchie, on ne peut pas dire l'hiérarchie, c'est la seule orthographe admise. Nous pouvons maintenant considérer de quelle manière doivent être traités oralement les H aspirés. Il est bien évident qu'en raison de l'usage, il serait difficile d'envisager l'élision et la liaison dans le cas des mots en H aspirés. En revanche, la question peut se poser de savoir si l'aspiration reste judicieuse dans la mesure où elle n'est respectée qu'à 41% dans les textes littéraires, c'est-à-dire moins de la moitié. Commençons par considérer ce qu'en dit l'Académie et le Trésor de la langue française, deux références primordiales. Voici ce que dit le dictionnaire de l'Académie. Le H dit aspiré ne s'entend plus que dans certaines interjections et onomatopées comme a, e, u, op ou ou quelquefois dans des verbes comme hennir, hisser, hurler. Placé à l'initiale ou à l'intérieur d'un mot, il empêche liaison et élision. L'Académie établit le constat que l'aspiration n'est prononcée que pour quelques cas. Les résultats statistiques que nous avons obtenus sur les textes littéraires ne correspondent pas à ce constat. Cette différence peut s'expliquer car l'Académie, comme les linguistes en général, considère la pratique courante de la langue et non pas spécifiquement la déclamation des textes littéraires, ce qui seul nous importe de notre point de vue. De ceci, on retiendra que l'Académie ne formule aucune prescription concernant l'aspiration ou non. Nous avons donc tout loisir de choisir sur ce point la solution qui nous paraît la plus congruente sur le plan de la lecture des textes littéraires, sans être en conflit avec les prescriptions de l'Académie.
Les dictionnaires, quant à eux, fournissent des avis divergents. Nous allons considérer plus spécialement le cas du Trésor de la langue française, dirigé par des linguistes du CNRS et de l'Université de Lorraine. Voici un extrait suffisant de la partie qui concerne spécifiquement les aspirations. Bien qu'ils ne correspondent généralement pas de segments distincts à H, dans le cas d'une consonne non élidable, par exemple dans cette hanche, l'aspiration a pour effet l'apparition d'un E intercalaire, cette hanche, ou d'un coup de glotte. Leur hauteur et leur hauteur ne se confondent pas, par hasard et cependant sans démarcation. Sans entrer dans le détail, le Trésor, pour sa part, affirme l'existence d'une aspiration possible, pas toujours obligatoire. À partir de ces éléments, nous allons pouvoir entamer une discussion. Tout d'abord, l'argument de la désuétude. En ce qui concerne les textes littéraires, l'absence d'aspiration ne peut se justifier par la constatation d'une désuétude du H aspiré, puisque l'on constate sa présence tout de même à 41% des cas. Cette valeur relativement moyenne pourrait signifier en partie seulement une négligence de prononciation de la part des lecteurs, car il peut s'agir d'une ignorance concernant la propriété ou non d'aspiration. En effet, un problème d'ordre sémiologique se pose. Il est probable que l'absence de distinction graphique entre le H aspiré et le H dit muet explique en partie les défauts d'aspiration constatés. D'autre part, cette confusion est propre à décourager les lecteurs de respecter les H aspirés, et c'est certainement un des meilleurs exemples où une ambiguïté orthographique favorise une faute de prononciation effective. Et c'est sans doute à ce propos qu'une réforme de l'orthographe serait souhaitable. En effet, le H en initial crée une ambiguïté, ce qui est source d'erreur, contrairement aux cas d'équivoque comme le F ou le PH, qui signifient tous deux le son F et n'engendrent pas d'ambiguïté. Alors exemple, herse, humain, il y a ambiguïté sur le signe H, aspiration ou non. Effet, éléphant, équivoque des signes F et PH pour signifier F, pas d'ambiguïté. On peut fournir un exemple très significatif, le code génétique qui admet l'équivoque pour certains codons au niveau de l'ARN messager, mais non l'ambiguïté, ce qui n'induit pas d'erreur sur la séquence d'acides aminés au niveau de la protéine. Par exemple, AUU, adénine uracile uracile, ou AUC, adénine uracile cytosine, ou encore AUA, vont coder pour l'isoleucine, et on peut interchanger dans ce cas le troisième nucléotide sans entraîner d'erreur au niveau de la séquence d'acides aminés. En conclusion, nous dirons à partir de cet argument que le H étant une consonne comme une autre, de ce point de vue, nous n'avons pas de justification particulière de ne pas la prononcer. Sur un autre plan, on pourrait justifier l'évitement de l'aspiration par le caractère abrupt de cette sonorité qui est un son guttural. De surcroît, ce son implique, contrairement à toute autre consonne, une cassure inopportune due à un court arrêt temporel inévitable, ce que nous avons observé sur le graphe. Cependant, cette constatation ne vaut que lorsque le H aspiré se trouve dans le flux, c'est environ 40% des cas, et non au niveau d'un arrêt temporel à l'occasion d'une respiration ou d'une ponctuation. Il est possible aussi que le H par lui-même entraîne des arrêts plus longs comptabilisés par la statistique. Là-dessus, il y a un certain flou sur la signification de cette statistique. Quoi qu'il en soit, il faut admettre que l'aspiration n'est pas une consonne particulièrement euphonique. Son évitement permettrait de dulcifier la langue dans le sens de son génie. Par ailleurs, nous avons constaté que l'évitement de l'aspiration peut engendrer des cacophonies de voyelles ou des cacophonies syllabiques.
Cet argument, qui peut paraître fondamental sur le plan euphonique, s'avère en réalité très discutable dans la mesure où l'évitement d'aspiration transforme tout simplement un mot commençant par une consonne par un mot commençant par une voyelle. Or, il existe une quantité considérable de mots commençant par une voyelle et l'on ne peut raisonnablement les discriminer pour raison euphonique. Éviter l'aspiration reviendrait tout simplement à en rajouter quelques-uns dans cette catégorie. D'un autre point de vue, la solution prônée par certains dictionnaires ou organismes de ne pas prononcer l'aspiration, comme le Robert par exemple ou l'Office québécois de la langue française, introduit de nouveau une règle d'exception inusitée qui complique encore la langue et n'a, nous semble-t-il, pas de justification théorique évidente. En effet, la consonne H aspirée n'étant pas prononcée, la liaison et l'élision devraient s'appliquer comme pour tout mot commençant par une voyelle. L'évitement de l'aspiration crée une catégorie de mots n'obéissant pas aux règles générales, alors que l'aspiration effective des H aspirés se conforme parfaitement aux règles phoniques, le H aspiré étant une consonne parmi d'autres, sans spécificité particulière de ce point de vue. Alors, les exemples suivants le montrent. Colline élevée, on a une interface EV élision. Large couverture, interface EC, pas d'élision. Large housse, interface EV, pas d'élision. Ils viennent ensemble, interface EV, liaison. Ils viennent souvent, interface EC, pas de liaison. Ils viennent honteusement, interface EV, pas de liaison. Marins intrépides, interface VV, liaison. Marins courageux, interface VC, pas de liaison. Marin hardi, interface VV, pas de liaison. En second lieu, l'aspiration en poésie se pose pour les textes obéissant aux règles classiques de la prosodie poétique, qu'ils soient contemporains ou anciens. En effet, l'évitement de l'aspiration entraîne des cacophonies directes sur voyelles qui sont proscrites en poésie classique. Cette prévention de Boileau, tirée de l'art poétique, l'illustre admirablement. Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée ne soit d'une voyelle en son chemin heurté. Le H aspiré de hâté évite la cacophonie OA et le H aspiré de heurté évite la cacophonie 1 E ouvert. Dernier argument, les ambiguïtés sémantiques que rajoute l'évitement des aspirations. La langue française comporte de nombreuses ambiguïtés sémantiques. On peut considérer qu'il est malvenu d'en rajouter en évitant les aspirations des mots en H aspiré. Donnons quelques exemples en suivant simplement le début de la liste alphabétique des mots aspirés. Athée, athée, H, H, agar, agar, haine, haine, hanche, hanche. Certes, l'évitement de l'élision et de la liaison permettent d'éviter souvent ces ambiguïtés sémantiques, de même le contexte, mais la similitude sonore peut devenir gênante dans certaines circonstances. Conclusion sur la prononciation des H aspirés. Faut-il prononcer ou non l'aspiration? Nous avons développé des arguments contradictoires. Considérant l'état actuel de la situation, un respect de l'aspiration, tout domaine conséquent dans les textes littéraires, et surtout la nécessité de préserver les règles classiques de la poésie, il nous paraît plutôt souhaitable de conserver la tradition du H aspiré, comme le semble plutôt le concevoir le trésor de la langue française. Nous passons aux aspirations erratiques surnuméraires et leurs conséquences. L'adjonction d'une aspiration apparaît en lecture à propos de voyelles ne correspondant
pas à des H aspirés, en proportion variable selon les locuteurs. Nous avons donné des statistiques. Considérons les différents cas selon l'environnement phonique. Après un mot terminé par une consonne brute, exemple, cheval accablé donnera cheval accablé. Après un mot terminé par un son vocalique sans liaison congruente possible, par exemple, plateau incliné donnera plateau incliné. Tout à coup alors donnera coup alors, puisque la liaison P est ici quasiment impraticable. Après un mot terminé par un son vocalique avec liaison congruente possible, exemple, mot émouvant ou mot émouvant donnera mot émouvant. Au niveau d'une élision, orange amer donnera orange amer, ici avec généralement apocope, c'est-à-dire non-prononciation du E caduc. Considérons une statistique de ces cas. Parmi les intervalles sans arrêt temporel, on constate notamment 5% d'aspiration après voyelle sans liaison ou liaison incongruente, c'est-à-dire sur cacophonie vocalique, 2% sur cas de liaison congruente après voyelle, donc liaison évitée par aspiration, et 1% sur élision. Ces résultats statistiques montrent que les aspirations surnuméraires se rencontrent principalement au niveau d'une cacophonie vocalique, ce qui est une manière de l'éviter, et aussi quelquefois l'aspiration est préférée à la liaison congruente. Quelques cas plus rares apparaissent au niveau d'une élision. Néanmoins, tous ces cas sont limités, on est loin d'obtenir une diminution conséquente des cas de cacophonie vocalique. Les voyelles aspirées surnuméraires pourraient représenter, comme le sont les liaisons et autres consonnes euphoniques accessoires, T et SL par exemple, des chevilles consonantiques susceptibles d'empêcher certaines rencontres vocaliques. La différence cependant est que les consonnes LTS réalisent un véritable lien euphonique, alors que la consonne gutturale d'aspiration crée plutôt une cassure, comme nous l'avons vu au niveau des graphes. Sur le plan théorique, l'adjonction d'une aspiration permet de mieux percevoir les limites lexicales entre les mots, distinction qui est particulièrement critique dans une langue comme le français, où les accents toniques sont très atténués. Quelques exemples ici montrant cette indistinction phonique, susceptible parfois de conduire à des confusions. Odieux élan entendu odieux élan, poire amère entendu poire amère. Même si le contexte lève l'indétermination, cette indistinction peut être gênante. Sur le plan statistique, enfin, comme nous l'avons vu, l'importance n'atteint pas les 10% de cacophonie sur voyelle qui sont évitées par les H aspirés. Je n'ai pas de statistiques sur l'importance des chevilles euphoniques en LTS, mais il est peu probable qu'elles représentent plus, je dirais plutôt moins. Au final, il faut certainement relativiser l'importance des chevilles euphoniques en consonne, notamment par rapport aux chevilles en voyelle que sont les E caducs. D'autres causes, autres que la fonction de cheville euphonique, peuvent être alléguées pour expliquer la quantité particulièrement importante d'aspiration chez certains lecteurs. Nous avons vu jusqu'à 5 ou 6 fois plus par rapport à la moyenne. D'une manière générale, toute locution génère un stimulus vocal et une sensation kinesthésique, ce qui crée par conséquent une euphorisation mentale. Deux types d'euphorisation sont possibles selon les locuteurs, soit une dilection pour les sons fluides et coulants, soit une dilection pour l'arocité, la rugosité du discours. On peut également imaginer que les locuteurs adaptent leur style déclamatoire à l'euphorisation positive qu'ils pensent créer afin de plaire ou de convaincre leur auditoire. Alors, euphorisation indirecte, subvocalisante, l'effet procéderait donc autant du public que du locuteur.
Selon cette hypothèse, le recours aux sons gutturaux plus ou moins accusés que constituent les aspirations devant les voyelles pourrait être un moyen de créer une euphorisation sonore et kinesthésique. Dans le même sens, cette aspiration des voyelles pourrait aussi signifier un moyen d'accroître la captation de l'attention par émission de signaux parallèles aux sons normaux du discours, et les aspirations vaudraient justement par leurs caractéristiques d'anomalie une manière de dire je me distingue, je suis là. Ça pourrait être aussi, dans un registre opposé, l'objectivation d'un complexe négatif d'opposition à l'égard du public, un rejet parasitaire non maîtrisé. En dernier lieu, cela pourrait représenter une volonté anti-euphonique, l'expression d'une tendance négative inconsciente vers la cacophonie. Venons-en à l'aspect esthétique lié aux aspirations surnuméraires, auxquelles nous avons consacré beaucoup de commentaires, en raison surtout de leur intérêt théorique plus que pratique. Malgré leur possibilité d'éviter parfois les cacophonies entre voyelles et de mieux séparer les mots, il serait difficile de ne pas considérer les aspirations surnuméraires autrement que comme un défaut de prononciation qu'il convient d'éviter. Cela, même si l'Académie ne poursuit pas de sa vindicte les modifications légères de prononciation, eu égard aux règles plus souples pour l'oralité que pour l'écrit. En effet, même si l'on veut faire abstraction de leur caractère erratique, ces aspirations créent en effet, par leur nature même, un effet de cassure, quoique minime dans le discours, pas toujours plus favorable qu'une cacophonie vocalique, et quelquefois elles remplacent une liaison beaucoup plus congruente. Quant aux cas sur élision, rares il est vrai, le résultat apparaît phoniquement très dépréciant. En définitive, les aspirations surnuméraires prêtent ainsi une rugosité artificielle au discours littéraire. Et l'on remarquera que dans le cadre de l'écriture euphonique, comme en poésie classique, l'évitement des cacophonies sur les voyelles permet de rendre inutile le recours à ce type de cheville consonantique. Conclusion générale. Pour répondre à la question du titre « En finir avec les H aspirées ou pas », si les aspirations surnuméraires à l'évidence doivent être évitées, il n'y a pas de raison particulière d'en finir avec les H aspirées auxquelles on peut laisser leur place naturelle en conservant logiquement leur principale caractéristique, l'aspiration elle-même. Merci de m'avoir écouté.